Bonjour et merci de nous rejoindre sur le plateau Actu Environnement. Au revoir les fossiles, au revoir le nucléaire. Il paraît qu'en 2050, la totalité de nos besoins énergétiques pourra être couverte par les énergies renouvelables. C'est en tout cas le résultat du scénario Négawatt qui revient en force en ce début d'année avec une trajectoire pour réussir la transition énergétique. Alors une France 100% renouvelable, certes, mais à quelles conditions et comment y parvient-on ? C'est la question du jour et pour en débattre, j'accueille sur ce plateau Yves Marignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'association Négawatt, également directeur de WISE Paris, structure indépendante d'études et de conseils sur les questions de nucléaire et d'énergie. Face à vous, Romain Grandjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, chargé de projet auprès du Shift Project, un think tank spécialisé dans la transition post-carbone. Une France entièrement couverte par les énergies renouvelables, c'est possible dès 2050, nous prédit le scénario Négawatt. Souvenez-vous, il y a de cela un an, l'ADEME a fait couler beaucoup d'encre en publiant une étude sur la faisabilité d'un mix électrique 100% renouvelable. Petite piqûre de rappel. L'étude conclut à la faisabilité technique de ce mix, en regardant notamment l'équilibre horaire entre la production et la consommation, avec un mix massivement renouvelable, 80, 95, 100% renouvelable, basé donc exclusivement sur des ressources renouvelables et majoritairement sur des ressources variables, le photovoltaïque et l'éolien. On a fait beaucoup de variantes pour déterminer et mesurer quelles étaient les meilleures conditions pour aboutir à un tel mix. Les meilleures conditions dépendent des progrès technologiques, dépendent de l'acceptabilité sociale et dépendent de la demande et des hypothèses de demande. Les progrès technologiques, bien entendu, s'ils sont moindres, on aboutira à des surcoûts. Sur l'acceptabilité sociale, on sait que c'est un point majeur. Une moindre acceptabilité sociale va nécessiter qu'on ait recours, notamment pour l'éolien par exemple, qu'on ait recours à des technologies plus chères, par exemple l'éolien en mer ou les énergies marines, qui vont augmenter les coûts. Et le troisième point concerne la demande. Le niveau de demande, c'est-à-dire les hypothèses d'efficacité énergétique qu'on prend par ailleurs, et la flexibilité de la demande sont des paramètres très importants. On a réussi à faire accepter cette notion-là. Après, on ne dit pas que c'est facile. 2, on ne dit pas que ça ne se fera pas sans conditions importantes. Et 3, effectivement, on n'a pas regardé le chemin pour y accéder, ce qui fait que ce n'est pas nécessairement 2050. En 2100, en 2200, on sera très certainement 100% renouvelable, mais en attendant, on n'a pas regardé le chemin pour y aller. Alors on rappelle donc que cette étude de l'ADEME porte sur le mix électrique et non énergétique. On n'a pas regardé le chemin pour y aller, donc conclut David Marchal de l'ADEME. Est-ce que le scénario Négawatt lui fournit cette partie manquante? Il répond à comment on arrive à 100% renouvelable, Yves Marignac. Et peut-être un petit rappel de ce que c'est Négawatt. Alors, oui, le scénario Négawatt, justement, travaille sur une trajectoire qui permet de relier la situation actuelle non soutenable à une vision soutenable à l'horizon 2050. Et pour notre association, ça veut dire allant vers 100% d'énergie renouvelable. L'association Négawatt, donc c'est une association qui existe depuis 2001, qui rassemble aujourd'hui plus d'1 millier d'adhérents, mais qui a, disons, en son cœur un noyau de 25 personnes à peu près, qui notamment produit régulièrement ces scénarios énergétiques pour la France et qui ensuite essaye de les porter, des politiques et mesures associées dans le débat, ce qu'on fait justement aujourd'hui à l'occasion des présidentielles et des législatives à venir. Alors justement, un petit défi que je vous lance. Imaginez-vous Machiavel écrivant le manuel au prince, mais pas Médicis, le prochain président de la République française. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour parvenir, qu'est-ce qu'il faut faire là, disons, dans les 5 prochaines années pour parvenir à ce 100% renouvelable, pour faire aboutir ce scénario? Dans les 5 prochaines années, il faut d'abord accélérer massivement la transition. On a eu le quinquennat du Grenelle, prise de conscience, le quinquennat dont on sort, où on a mis en place un certain nombre d'outils et d'objectifs, avec notamment la loi de transition énergétique, et puis on a eu l'accord de Paris. Dans les 5 prochaines années, il va falloir vraiment accélérer, et je pense que la clé pour ça, c'est d'avoir la lucidité de renoncer au modèle actuel. Toute la clé de la transition, c'est d'une part de se projeter
vers un nouveau modèle et cet objectif de 100% renouvelable peut être un objectif désirable pour l'ensemble de la société, mais c'est aussi de renoncer au modèle, parce que la transition, c'est un changement de système, c'est un changement de mode de production, de mode de consommation, dans lequel il y a des gagnants, des perdants, une régulation nécessaire, mais si on ne commence pas par dire que cette régulation va être nécessaire et que ce changement de système doit avoir lieu, on reste dans l'immobilisme, c'est malheureusement ce qu'on connaît trop. Donc le développement des renouvelables passe d'abord par un changement de système. Vous, Romain Grandjean, vous travaillez également pour une structure, le Shift Project, qui travaille donc en faveur de la transition énergétique. Vous avez récemment publié des propositions, 9 exactement, pour une Europe post-carbone. J'en cite quelques-unes. On retrouve la fermeture de toutes les centrales à charbon, réussir la révolution des transports en ville, réussir le passage à une agriculture durable, j'en passe. Par contre, on ne retrouve pas le développement des énergies renouvelables. Pourquoi ? Dans le cadre de ce manifeste pour décarboner l'Europe et des 9 propositions qui y sont associées, on a essayé en fait de regarder les 9 actions qu'il fallait entreprendre pour être sérieux lorsqu'on parle de décarbonation de la société. Voilà. Quelles sont les 9 choses à faire pour être sérieux. Voilà, pour être sérieux et les 9 choses incontournables qu'il faut traiter pour décarboner l'Europe. Alors, on a une proposition qui concerne l'électricité en Europe. Il faut savoir qu'une grande partie du mix européen est composée de centrales à charbon et on considère que déjà, si on ferme toutes ces centrales à charbon d'ici 2050 et qu'on les remplace par quelque chose de non carboné, alors non carboné, ça peut être un mix 100% renouvelable, ça peut être un mix avec des renouvelables et du nucléaire, ou un mix 100% nucléaire. Mais les deux sont faisables, que ce soit avec ou sans nucléaire. Avec ou sans nucléaire, les deux sont faisables. C'est-à-dire dans le sens où on peut parvenir à du 100% renouvelable, comme du moitié-moitié, ou c'est égal. Techniquement, rien n'est impossible, si je puis dire. Simplement, ça coûtera sans doute pas la même chose et ça ne nécessitera pas sans doute les mêmes moyens à mettre en œuvre et ni les mêmes politiques. Donc effectivement, il y a des différences entre ces scénarios qu'on propose. Vous, en revanche, votre scénario, il exclut le nucléaire. Quand on dit 100% renouvelable, on est sans nucléaire. Il exclut le nucléaire, mais en fait, il tourne le dos aux énergies qu'on appelle de stock, qui dépendent de ressources non renouvelables. C'est le cas évidemment des énergies fossiles et c'est le cas du nucléaire. Qui vont automatiquement s'épuiser ? Qui vont s'épuiser et qui posent un certain nombre de problèmes de soutenabilité que nous considérons plus importants que les problèmes de soutenabilité, parce qu'il y en a quand même aussi. Avec les renouvelables, mais notre priorité vraiment est claire, mais un point essentiel, et je pense que là-dessus on est tout à fait d'accord, c'est qu'avant de discuter du choix entre maintenir du nucléaire ou aller vers le tout renouvelable en termes d'énergie non carbonée, on converge sur la priorité à la maîtrise de la consommation. Et je pense que l'association Négawatt a largement contribué à porter cette idée dans le débat français, autour de la notion de sobriété énergétique d'abord, c'est-à-dire le fait de ne plus utiliser de l'énergie là où elle ne rend pas véritablement de service énergétique. Et puis l'efficacité, ça c'est la performance globale de tous les équipements. On a par exemple une vraie convergence sur la nécessité de la rénovation thermique des bâtiments. Et c'est la clé parce que le développement des renouvelables n'atteindra un niveau suffisant pour représenter 100% de la demande que si cette demande est ramenée effectivement à son juste niveau par rapport aux besoins via cette sobriété et cette efficacité. Il faut frayer un passage au renouvelable via la diminution de la consommation énergétique, via la sobriété énergétique. Pour nous, ça n'a pas de sens de développer les renouvelables dans un but de soutenabilité si on ne commence pas par travailler très profondément sur la demande. Ensuite, pour répondre à la question sur nucléaire ou renouvelable, effectivement, la conviction qu'on a, et le scénario montre une trajectoire possible pour y parvenir, c'est que si on fait très résolument ce travail sur la demande, qu'on considère nécessaire dans tous les cas, eh bien, in fine, les renouvelables permettent de fournir 100%, et donc on n'a pas besoin de conserver le nucléaire. Et notre option, c'est, si on n'en a pas besoin, effectivement, de ne pas renouveler le parc actuel. Vous êtes d'accord, Romain Grandjean ? J'aimerais ajouter, en fait, ce que vient de dire Yves Marignac. Cette question du scénario 100% renouvelable que vous posez, comment ? Moi, je trouve qu'il serait aussi très intéressant de poser la question du pourquoi.
En fait, moi je vois deux raisons à ça. La première, c'est de réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre, qui endommagent aujourd'hui le climat et nous mène sur une trajectoire qui n'est pas tout à fait souhaitable. Et la deuxième raison, c'est probablement d'instaurer une société qui est plus durable, plus juste et plus, comment dirais-je, plus vertueuse en termes d'énergie et d'environnement. Alors moi, je souscris naturellement à ces deux objectifs, mais je constate une chose, c'est qu'ils ne se trouvent pas exactement sur le même plan au niveau de l'urgence de l'action. Il faut bien comprendre que la priorité aujourd'hui, c'est le climat. Et c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Parce que si nous ne le faisons pas, très rapidement, eh bien, la deuxième raison, c'est-à-dire l'instauration d'une société plus durable, tout ça sera inatteignable. Il n'y aura pas de société plus durable si on détruit le climat. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour atteindre l'objectif qui a été fixé par l'accord de Paris, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, il faut, à partir d'aujourd'hui, réduire à peu près nos émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 5% par an, ce qui est énorme. Et ça ne se passe pas par le développement des renouvelables? Tout ça, ça veut dire... Pardon. Je vais juste terminer, Romain Grandjean. Tout ça, ça veut dire qu'il faut baisser, autant que faire se peut, nos consommations d'énergie fossile, d'où proviennent la plupart de ces émissions de gaz à effet de serre. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc les transports, donc les centrales à charbon. Donc les centrales à charbon, donc le chauffage de nos bâtiments, donc l'énergie qui est utilisée dans l'industrie, donc l'alimentation, l'agriculture, tout ça. Yves Marignac. Ouais, j'ai 2 points de désaccord, mais qui sont, je pense, importants. Le premier, c'est le changement climatique, évidemment, est le premier impératif environnemental à traiter. Mais je trouve dangereux d'opposer des priorités. Et je pense qu'au contraire, la priorité, c'est de rechercher les actions qui vont amener le plus de co-bénéfices. Et typiquement, la maîtrise de la demande et le développement des renouvelables, du point de vue environnemental, non seulement climatique, mais des autres enjeux, la pollution atmosphérique et tous les problèmes sanitaires que ça entraîne, les risques technologiques, et les enjeux économiques notamment, puisque c'est des solutions qui créent plus d'emplois que les solutions actuelles, c'est des solutions qui sont porteuses de co-bénéfices. Donc je ne crois pas qu'il faille choisir de cette manière-là. Et le deuxième point, c'est que même si évidemment la question des transports dans le champ énergétique est prioritaire et souvent mal traitée, disons, dans les politiques énergétiques, on a devant nous, en France, un mur d'investissement lié au vieillissement de notre parc nucléaire. Et donc, on a des choix à faire dans les 10 prochaines années sur l'évolution de notre système électrique. Et donc, même si dans l'ensemble du système énergétique, ça n'est pas une priorité, en termes d'action et d'urgence, ça va en être une parce qu'il va falloir décider entre investir dans la prolongation du parc, investir dans des nouveaux réacteurs ou investir dans les énergies renouvelables. Investir dans la prolongation du parc qui risque de coûter quand même assez cher. D'ailleurs, nous, on s'est posé la question de savoir si cette conversion du nucléaire aux énergies renouvelables allait avoir un impact sur notre facture. Question que nous avons posée à l'Institut de technico-économie des systèmes énergétiques du CEA. L'ordre de grandeur des coûts actuels des énergies renouvelables, l'éolien, le solaire photovoltaïque, est supérieur à 70 € par mégawattheure, alors que le nucléaire aujourd'hui est autour de 50 à 60, ce qui veut dire que dans le court terme, nous aurons des augmentations, le coût de revient va augmenter et donc les prix pour les utilisateurs vont augmenter. À long terme, les choses sont différentes. Elles sont différentes pour 2 raisons. D'une part, le prix de revient de l'électricité renouvelable va baisser fortement, surtout le solaire qui fait des progrès extrêmement importants, l'éolien aussi dans une certaine mesure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la dynamique. L'Europe, par exemple, souhaite des taux de pénétration très importants des énergies renouvelables, jusqu'à 40% dans le mix électrique à l'horizon 2030. Donc là, si on fait ça, ça sera sans doute possible, mais si on le fait, ça augmentera significativement les coûts. Par contre, si on vise des taux de cet ordre-là plus tard, voire des taux encore supérieurs à un horizon comme le milieu du siècle, à ce moment-là, les tensions devraient être nettement moins importantes. Alors, Romain Grandjean, un avis sur ce que vous venez d'entendre. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut faire attention avec ce taux de pénétration des énergies renouvelables en termes d'impact sur le coût? Naturellement, oui. Je pense que la pénétration importante d'énergie renouvelable intermittente, donc là on parle de l'éolien et du photovoltaïque, ce qui
Voilà, il faut bien savoir de quoi on parle lorsqu'on parle d'énergie renouvelable. Eh bien, cette forte pénétration va certes donc engager des coûts d'investissement. Donc, il faut installer les éoliennes, installer les panneaux photovoltaïques. Mais et bien souvent, d'ailleurs, c'est un problème. Il faut aussi compter tous les coûts qui sont liés au réseau, à l'amélioration en fait du réseau, parce que le réseau qui est installé aujourd'hui, il est fait pour une production d'électricité relativement centralisée. C'est pas la même chose lorsque la production d'électricité ne l'est plus centralisée. Décentralisée. En l'occurrence. Et par ailleurs, il y a tout l'aspect du stockage intersaisonnier, ce qu'on appelle la gestion de l'intermittence. Donc, Negawatt propose une solution qu'on appelle Power to Gas, c'est-à-dire que lorsque les éoliennes produisent plus d'électricité qu'elles n'est consommée, et bien cette électricité... Garder l'énergie pour pouvoir la distribuer. Donc elle est transformée en dihydrogène et puis ensuite en méthane. Et le méthane, c'est en fait du gaz naturel et réinjecté dans le réseau. Et là, elle peut être stockée sous cette forme. Bon. Le problème, c'est que ces solutions aujourd'hui sont, d'un point de vue industriel, relativement balbutiantes. Elles risquent aussi de coûter cher. Donc c'est à ça qu'il faut comparer en fait le coût de l'électricité nucléaire. Donc il ne faut pas persévérer là-dedans, dans l'innovation, dans ces solutions. Je ne sais pas s'il ne faut pas persévérer. Je dis simplement ça que coûte moins aujourd'hui le nucléaire coûte tant. Et pour le comparer, il faut dans le coût des ENR compter les coûts d'investissement donc de ces énergies renouvelables, les coûts d'investissement pour l'amélioration et l'adaptation du réseau et les coûts de stockage. Et là, mais l'entretien de ces centrales vieillissantes ne risque pas de coûter plus cher? Si, justement. Mais... L'entretien de ces centrales, donc il y a un juge de paix aujourd'hui qui s'appelle la Cour des comptes qui a remis plusieurs rapports. Donc le coût du grand carénage, donc qui est l'investissement qu'il faut fournir pour maintenir les centrales nucléaires et les prolonger certainement au-delà de leur durée de vie initiale, qui était de 40 ans. Alors d'ailleurs, on aura l'occasion certainement d'en discuter, 40 ans, c'est pas une limite en soi, c'est simplement la durée de vie qui a été utilisée pour dimensionner les centrales. Bon, s'il se trouve qu'avec 60 ans, ça fonctionne toujours, je ne vois pas pourquoi on ne doit pas les fermer. Voilà, on a une autorité d'ailleurs indépendante à ce sujet-là qui s'appelle l'ASN. Qui a mis toutefois en garde. Qui a mis en garde, naturellement. Mais ces coûts sont quand même relativement aujourd'hui circonscrits. Yves Marignac, je sais que vous avez très envie de réagir à ça, sauf que d'abord, moi, je voudrais vous poser une question avant. Il a parlé donc des problèmes de stockage dus à l'intermittence des énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien. Est-ce que le scénario Negawatt lève donc ce frein? Est-ce que vous proposez des solutions faisables? Il a parlé de la méthanation, c'est la seule solution aujourd'hui? C'est pas la seule, mais d'abord, le scénario Negawatt ne traite pas le problème des énergies renouvelables intermittentes. Il traite le problème des énergies renouvelables variables. Et ce n'est pas la même chose. Intermittent, c'est on-off brutalement. L'intermittence aujourd'hui dans notre système électrique, typiquement, c'est les réacteurs nucléaires qui ont parfois la mauvaise idée de se mettre en arrêt d'urgence. Et la contrainte première sur le réseau électrique pour RTE aujourd'hui, en termes de sécurité, c'est une panne simultanée en quelques minutes de 2 réacteurs. Or ça, c'est beaucoup plus problématique pour le réseau. Que la variabilité due aux conditions météorologiques. De variation de vent ou que l'alternance assez prévisible de lumière et d'obscurité jour-nuit. Donc, c'est des énergies variables dont la variabilité est prévisible. Il y a d'abord le fait de ne pas avoir que des énergies variables. On peut utiliser du gaz issu de biomasse dans des centrales pour avoir un système 100% électrique. Du gaz seulement issu de biomasse. Alors, à terme, dans le scénario Negawatt, on continue à utiliser un peu de gaz pour assurer cette sécurité dans le réseau électrique, et ce gaz ne vient que d'origine renouvelable, bien sûr. Donc ça, c'est une première option. Il y a tout ce qui est maîtrise de la demande. C'était dit dans notre premier film tout à l'heure, à la fois sur le niveau global de demande en efficacité et sur le niveau des pointes, parce que c'est ça qui est dimensionnant pour le système. Et puis, il y a les solutions de stockage. Et là, effectivement, à long terme, sur des solutions massives de stockage, la voie aujourd'hui la plus prometteuse et déjà avancée industriellement est celle du power to gas. Donc le fait de transformer de l'électricité excédentaire en méthane de synthèse qu'on stocke sur le réseau. Dans le scénario Negawatt, ce méthane, il ne va ensuite servir que marginalement au système électrique, c'est-à-dire qu'une grande partie va servir au méthane dans les transports, ce qui change un peu la manière de regarder le coût de cette option. Elle rend un service bien au-delà de la sécurité électrique. Mais en tout cas, des solutions existent, et je crois que c'est un point convergent avec l'étude de l'ADEME, dont on parlait tout à l'heure.
La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un chemin étroit pour arriver à 100% de renouvelables. Il y a différentes options qui, combinées, permettent d'y arriver. Par contre, et là je reviens sur la question du nucléaire, Mais brièvement. on n'y arrive que si on investit dans ce nouveau système. Et ce qui a été présenté et ce que la discussion qu'a initiée Romain Grandjean, elle semble partir de l'idée que le nucléaire reste à son coût actuel, qui est une idée totalement fausse. Qu'on prolonge ou qu'on construise des nouveaux réacteurs, le coût du nucléaire va augmenter alors que le coût des renouvelables baisse. Et ce qui est devant nous en termes d'augmentation du prix de l'électricité, ce n'est pas une question de choix entre telle ou telle option, c'est une question de réinvestissement nécessaire dans notre système. Romain Grandjean, un mot. Je voudrais qu'on parle simplement d'ordre de grandeur. Tout simplement, l'investissement qui est nécessaire pour le grand carénage, là, dont on parle depuis tout à l'heure, l'ordre de grandeur, c'est 100 milliards d'euros. Si on doit installer la quantité des éoliennes et des panneaux photovoltaïques pour remplacer l'énergie qui est produite par nos centrales nucléaires, enfin, l'investissement il sera largement supérieur. Ça, il faut bien en être constant. On est d'accord qu'il faut le regarder en coût d'investissement et coût d'exploitation. Non, mais sans aucun doute. Mais est-ce que... Et que le coût d'exploitation du nucléaire grand caréné dans un système sera où il y a beaucoup de renouvelables va monter en flèche. Oui, terminez votre idée. Quel est l'impact du... Est-ce que le coût de l'amélioration du réseau, il va bien falloir faire quelque chose. Aujourd'hui, on voit bien les problèmes que connaissent l'Allemagne, qui produit son électricité au nord et qui la consomme au sud. Aujourd'hui, les Allemands, ils ont beaucoup de problèmes pour faire transiter cette électricité. Ça va nécessiter des investissements qui sont massifs. Enfin, il y a eu des rapports qui sont sortis aussi. Le rapport de Verdet, je crois, qui était remis au président de la République l'année dernière, il parle de plusieurs centaines de milliards d'euros d'investissement dans les réseaux. Donc ça, ces paramètres-là, ils sont à prendre en compte. J'aimerais juste qu'on clarifie quelque chose, parce que là, je passe pour le méchant pour le nucléaire, mais j'ai pas de position dogmatique. Enfin, le chiffre n'a pas de position dogmatique en matière d'énergie. Ce qu'on cherche simplement, c'est décarboner le plus efficacement possible, au moindre coût. On vit dans un environnement économique contraint, politique périlleux. Il faut absolument... On ne parle pas de zéro, donc il faut absolument qu'on fasse avec le réel. Et nous, on se demande simplement... Pour vous, il y a d'autres priorités. Voilà, la priorité, c'est de quitter le pétrole, de quitter le charbon, ce qui est presque le cas en France, et de quitter le gaz. Voilà la priorité. Un point commun à tout ça, c'est quand même la réduction de la consommation énergétique. Vous pariez, vous, sur la division par 2 de cette consommation énergétique. Est-ce que c'est pas un peu périlleux de miser sur un scénario... est-ce que c'est pas trop optimiste, en fait ? Sachant qu'il y a une évolution démographique qui montre qu'on augmente. Les projections qu'on peut faire dans le scénario Négawatt sur l'évolution de la consommation sont des projections qui maintiennent évidemment un certain niveau de confort, qui ne sont pas contraires à une idée de progrès social et sociétal. D'abord, les scénarios comme Négawatt montrent que c'est quelque chose de réaliste, encore une fois, en appliquant la sobriété et l'efficacité. L'analyse des différents scénarios existants au moment du débat national sur la transition énergétique il y a quelques années a montré que seuls les scénarios qui passaient par ce niveau d'action sur la demande atteignaient les objectifs climatiques. Et aujourd'hui, au passage, le scénario Négawatt est le seul scénario pour la France de neutralité carbone à l'horizon 2050, donc de respect de nos engagements climatiques. Et on voit bien que ça passe par ce niveau de maîtrise. Il y a juste un point là-dessus, c'est qu'il faut sortir de l'idée que plus de confort égale plus de consommation d'énergie. Et il faut rentrer dans l'idée que plus de confort égale une consommation plus intelligente. Mais ça demande si on le fait, on arrive, quand on déroule le fil, à une division par 2. Ce qui est optimiste et même irréaliste, c'est de penser que notre système peut continuer comme ça et que des faibles efforts de maîtrise de la consommation d'énergie ne vont pas à terme nous conduire économiquement et environnementalement dans le mur. Mais pour ça, 2 choses. En fait, il faut agir sur les comportements. Donc peut-être, je ne sais pas, par la pédagogie, apprendre aux gens à bien utiliser leurs équipements, les encourager à faire des travaux de rénovation dans leur logement. Également, engager ces travaux-là, qui vont aussi coûter cher. À ce Négawatt, vous pronostiquez 550 000 rénovations profondes par an dans le bâtiment à compter de 2025. Donc des travaux qui engageraient beaucoup d'économies d'énergie. Pour vous, c'est réaliste, un chantier aussi fort dans le bâtiment ? Tout à fait, oui. Le bâtiment est sans doute un des premiers chantiers sur lesquels il faut se pencher. Je crois que c'est 40% de la consommation d'énergie aujourd'hui. Enfin, c'est immense. Et l'argent, d'où on le ramène pour faire ces travaux de rénovation ? Après, la question du financement,
effectivement, elle se pose. Naturellement, l'État, les collectivités locales devront mettre sans doute la main à la poche pour encourager ces travaux et faire en sorte qu'ils arrivent. Oui, tout à fait. Parce que vous, dans vos métiers de conseil, vous expliquez, vous donnez conseil également sur comment on va trouver ces fonds-là pour diriger l'argent vers ces secteurs-là. Alors le financement de la transition énergétique, c'est un sujet qui est extrêmement complexe et extrêmement vaste. Il faudrait certainement plus de 5 minutes pour le traiter. Mais c'est une question d'orientation des financements. Les sommes dont on parle à l'échelle de l'économie française existent. C'est juste la manière dont on arrive à les orienter vers ce type d'action. La rénovation thermique du bâtiment, c'est un bon exemple parce que c'est quelque chose qui, à long terme, rapporte. Même avec une hypothèse d'évolution stable des prix de l'énergie, qui est vraiment une hypothèse très optimiste, ça rapporte en 20, 30 ans. Donc c'est quelque chose que la collectivité peut financer. Ça crée des emplois, donc il y a des bénéfices directs. Et socialement, c'est indispensable. Parce que laisser des gens vivre dans des logements mal isolés crée aujourd'hui déjà de la précarité énergétique et ça ne va ne faire qu'augmenter si on ne traite pas ce problème. Donc voilà, c'est justement une bonne illustration du fait que la maîtrise de l'énergie, évidemment ça passe par des comportements, ça passe par des gestes individuels et donc de la sensibilisation. Comment on les encourage ? Ça passe d'abord par une action en politique publique pour permettre aux gens de consommer intelligemment. C'est vraiment les pouvoirs publics qui ont la clé pour mobiliser les entreprises, mobiliser les collectivités, mobiliser l'ensemble des acteurs pour que cette transformation se fasse. Peut-être même on peut évoquer au niveau européen la question des crédits carbone. Ça, c'est une question qui, instaurer par exemple un prix plancher, il y a un corridor de prix pour le carbone, donner un signal prix croissant à long terme aux investisseurs, ça permettra sans doute d'orienter significativement les investissements. Je vais vous demander pour conclure, selon vous, les priorités pour passer à cette société post-carbone, pour réussir cette transition énergétique, si vous avez un message à adresser par exemple au futur président de la République, même si tout ne dépend pas de lui. Écoutez, déjà qu'ils lisent nos 9 propositions, ça serait très intéressant. Non, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur les domaines où on consomme donc cette énergie fossile, donc à savoir la mobilité, donc rationaliser cette mobilité, développer des véhicules qui consomment donc moins, donc qui roulent moins vite, qui sont moins lourds. On met pas assez d'argent encore sur l'innovation, sur la R&D pour cette société-là. Faire des voitures à 2 litres au 100, vous savez, c'est pas très compliqué, hein, c'est les 2 chevaux, donc il faut juste les moderniser, les sécuriser de façon à ce qu'elles rencontrent, qu'elles satisfassent les mesures de sécurité actuelles, mais ça ne nécessite pas une R&D incroyable. Rien de ce qu'on propose dans nos 9 propositions ne nécessite un saut technologique conséquent. Il s'agit juste de construire un projet. Hein. La transition énergétique, c'est un projet politique incroyable. Hein. C'est la colonne vertébrale, c'est extrêmement transverse. On parle de tous les sujets, on parle de politique étrangère, parce qu'évidemment, aujourd'hui, notre politique étrangère, elle est quand même un petit peu guidée par nos approvisionnements énergétiques. Enfin, on est d'accord là-dessus. C'est un projet qui pourrait redonner sens au discours public aussi, puisqu'on propose quand même un avenir plutôt intéressant, puisqu'il s'agit quand même de sauter le monde. Peut-être plus optimiste que de dire que l'humanité est peut-être en voie de disparition. Yves Marignac aussi, pour conclure, s'il vous plaît. Un peu les mêmes idées. La première, c'est qu'effectivement, la grande responsabilité du politique est de construire un projet de société autour de cette idée de transition énergétique, c'est-à-dire montrer qu'elle est à la fois nécessaire environnementalement, mais bénéfique économiquement et socialement. Et voilà, construire ce projet à long terme, parce que c'est la condition pour que les forces vives du pays y adhèrent, s'y engagent. La deuxième chose, c'est mettre en place, par la réglementation, la régulation, les prix et la fiscalité, les mécanismes qui font que tout euro investi va vers dans ce domaine va vers ses priorités, comme je l'évoquais tout à l'heure, ce qui génère le plus de co-bénéfices. Et la troisième chose, c'est mettre en place un accompagnement pour les perdants de la transition énergétique, parce qu'il y en a. Dans le nucléaire, on en a beaucoup parlé, dans le pétrole, les raffineries, dans la construction automobile. Il faut accompagner la conversion de secteurs entiers, la conversion de territoires qui en dépendent. Et là, il y a une vraie responsabilité des politiques nationaux qui ont failli jusqu'ici sur ce point. Décidément, je vais arrêter ces émissions parce que les conclusions systématiques, c'est ça dépend de la volonté politique. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir contribué à ce débat. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.